L'infirmière Aria distribuait des friandises interdites aux enfants en quarantaine pendant ses gardes de nuit illégales, tandis que le roi vampire mémorisait son emploi du temps depuis le parking souterrain. Les enfants chérissaient ces visites secrètes plus que n'importe quel médicament. Tout le monde pensait qu'elle n'était qu'une soignante de plus qui enfreignait les règles, mais sans le savoir, elle protégeait sa fille mourante, et il aurait mis en pièces quiconque tenterait de les séparer maintenant. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Arya Chen se glissa à travers les portes doubles du service de quarantaine à 23h47, ses baskets silencieuses sur le linoléum poli, alors qu'elle parcourait des couloirs baignés d'une dure lumière fluorescente qui donnait à tout un aspect maladif et pâle. Les poches de sa veste débordaient de contrebande qui lui coûterait son emploi si elle était découverte. Des cookies aux pépites de chocolat fait maison, enveloppés dans des serviettes en papier, de minuscules grues en origami pliées dans du papier coloré, et des dessins d'arc-en-ciel et de chiots qu'elle avait esquissés à la main pendant ses pauses déjeuner. Les caméras de sécurité balayaient de leur regard mécanique les couloirs vides selon des schémas prévisibles qu'elle avait mémorisés au cours de 18 mois de visites non autorisées. Chaque angle mort cartographié dans son esprit comme l'itinéraire secret d'un chasseur de trésors à travers un territoire dangereux. La chambre 237 se trouvait au bout de l'aile est, isolée des autres patients en raison d'un agent pathogène inconnu qui avait déconcerté tous les spécialistes ayant examiné l'étrange enfant à l'intérieur. Aria s'arrêta devant la porte, écoutant pour déceler les bruits révélateurs des équipements médicaux et ne trouvant qu'un silence contre nature qui lui donnait la chair de poule. Elle poussa la porte avec une prudence exercée, scrutant l'obscurité seulement rompue par la douce lueur des appareils de surveillance qui projetaient des ombres étranges sur les équipements médicaux. Luna était assise droite dans son lit d'hôpital. Sa peau d'une pâleur impossible semblant absorber la lumière plutôt que la réfléchir. Ses yeux creux fixés sur la fenêtre avec une intensité qui coupa le souffle d'Aria. Le dossier médical de l'enfant, accroché au pied de son lit, se lisait comme une collection de mystères médicaux. Anémie sévère résistante à tous les traitements, agents pathogènes inconnus ne montrant aucune réponse aux antibiotiques, signes vitaux qui fluctuaient de manière impossible, défiant la physiologie humaine. Aria avait remarqué des choses que les médecins semblaient manquer ou ignorer. Comment Luna ne clignait jamais des yeux lorsqu'elle était surprise par des bruits soudains? Comment sa peau était aussi froide que le marbre même lorsque la pièce était chaude? Comment elle n'acceptait que les aliments de couleur rouge et repoussait tout le reste avec une force surprenante pour une enfant d'apparence si frêle? Cette nuit-là semblait différente, chargée d'une électricité qui hérissait les poils sur les bras d'Aria, alors qu'elle s'approchait du lit avec un doux sourire. Luna tourna lentement la tête, ses yeux sombres se fixant sur Aria avec une concentration prédatrice qui appartenait au visage d'un animal sauvage plutôt qu'à celui d'une petite fille malade. Pour la première fois de toute leur rencontre, les lèvres de Luna s'entr'ouvrirent et elle parla d'une voix semblable au bruissement des feuilles d'automne dans un vent mort. Il vous observe. Les mots envoyèrent un frisson glacial dans les veines d'Aria alors qu'elle se retournait vivement vers la fenêtre, apercevant une grande silhouette debout dans le parking en contrebas, parfaitement immobile parmi les voitures éparses et les dures lumières au sodium. Quand elle cligna des yeux et regarda de nouveau, la silhouette avait disparu comme si elle s'était dissoute dans l'ombre même, ne laissant que l'asphalte vide et le sentiment inconfortable que quelque chose d'ancien et de dangereux l'avait étudié avec une patience inhumaine. La petite main de Luna toucha le poignet d'Aria avec des doigts froids comme le métal en hiver, et l'enfant sourit pour la première fois, révélant des dents qui semblaient juste un peu trop pointues dans la pénombre des moniteurs médicaux qui continuaient leur battement de cœur électronique régulier dans le silence soudain.
40 étages plus bas, dans le parking souterrain, le roi vampire Dorian Blackthorn se tenait immobile dans l'ombre entre des piliers de béton, ses sens surnaturels suivant chaque mouvement dans l'hôpital au-dessus, comme il l'avait fait pendant 43 nuits consécutives. Sa fille Séraphina se mourait dans la chambre 237, piégée dans le corps d'une enfant humaine par une malédiction si complexe et vicieuse qu'elle représentait le summum de la guerre magique des vampires, un chef-d'œuvre de cruauté conçu par le clan de l'ombre-brume pour le détruire par la mort lente de tout ce qu'il chérissait. 3 ans plus tôt, ils avaient tendu une embuscade à son enfant lors d'une mission diplomatique auprès des cours européennes, l'infectant d'une malédiction de sang qui liait son essence à une forme humaine en lente décomposition, la forçant à se nourrir de la force vitale innocente pour survivre tout en faisant en sorte que cet acte même empoisonne son âme immortelle. La malédiction ne pouvait être brisée que par quelqu'un qui choisirait de l'aimer sans savoir ce qu'elle était vraiment, une condition si spécifique et improbable que ses ennemis l'avaient considérée comme une condamnation à mort enveloppée d'un faux espoir. Il avait cherché sur tous les continents quelqu'un avec le cœur pur nécessaire pour briser une magie si sombre, observant des candidats potentiels révéler leur avidité, leur intérêt personnel ou leur simple incapacité à aimer inconditionnellement face à un enfant étrange et difficile. Mais cette infirmière, cette femme mortelle qui risquait sa carrière nuit après nuit pour apporter du réconfort aux enfants mourants, elle possédait quelque chose qu'il avait commencé à croire ne plus exister dans le monde moderne, un amour si authentique et désintéressé qu'il brûlait comme la lumière du soleil dans sa perception surnaturelle. Arya Chen prenait soin de sa fille, non pas parce qu'elle espérait y gagner quelque chose, non pas parce qu'elle se sentait obligée par le devoir ou la culpabilité, mais simplement parce qu'un enfant malade avait besoin de réconfort et qu'elle avait du réconfort à donner. Grâce à une ouïe améliorée qui pouvait détecter les battements de cœur à 3 étages de distance, il l'avait écoutée lire des histoires de sa voix douce, avait senti la chaleur authentique dans son toucher lorsqu'elle bordait les couvertures autour de petites épaules, et avait été témoin de moments de pure bonté humaine qui lui rappelaient pourquoi il avait autrefois cru que sa race pouvait coexister pacifiquement avec les mortels. Mais le temps s'écoulait comme du sable dans un sablier qui se moquait de ses siècles de pouvoir et d'influence accumulés. Le pacte des ombres, le conseil dirigeant qui gouvernait la société des vampires depuis des chambres cachées sous d'anciens châteaux européens, avait rendu son décret final il y a 6 semaines, délivré par l'exécuteur Alaric Voss avec la cérémonie froide qui accompagnait toutes les condamnations à mort des vampires. Sa fille devait être détruite avant la prochaine lune de sang, son essence corrompue purifiée de l'existence pour empêcher la malédiction de se propager à d'autres lignées de vampires, une précaution qui éliminerait également la seule famille qu'il restait à Dorian, dans un monde qui lui avait déjà pris sa femme bien-aimée, victime d'un assassinat politique des siècles plus tôt. Il possédait une richesse au-delà de la compréhension humaine, commandait la loyauté d'êtres surnaturels sur 6 continents, pouvait plier la réalité elle-même par une magie ancienne transmise par les lignées royales, mais rien de tout cela n'avait d'importance face à une malédiction conçue spécifiquement pour annuler ses avantages et le forcer à regarder, impuissant, son enfant s'éteindre. Ce soir, en regardant Arya se déplacer dans cette pièce stérile avec tant de soins attentionnés, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé en 3 ans de recherche désespérée, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir mêlé à la terrible connaissance que l'espoir lui-même pourrait être la plus cruelle des malédictions. Les caméras de sécurité de l'hôpital ne montreraient rien lors de leur examen le lendemain matin, sa présence étant effacée de leurs mémoires électroniques par la même influence surnaturelle qui lui avait permis de se déplacer invisiblement dans un monde d'humains qui ignoraient béatement que des monstres marchaient parmi eux, portant des visages familiers. Mais Arya l'avait vu ce soir, juste un instant, quand Séraphina l'avait prévenue avec des mots qui portaient le poids de la prophétie et du destin. Le jeu changeait maintenant,
entrant dans sa phase finale, où chaque mouvement déterminerait si l'amour pouvait triompher de la magie la plus sombre que ses ennemis possédaient, ou s'il perdrait tout ce qui donnait un sens et un but à son existence immortelle. Le docteur Marcus Holloway était assis dans son bureau exigu à 2h30 du matin, examinant les enregistrements de sécurité sur son écran d'ordinateur avec la patience méthodique d'un homme qui avait passé 15 ans à surprendre le personnel de l'hôpital en train de commettre des infractions pouvant coûter des vies ou des carrières. Le nouveau système de caméra avait été installé 3 semaines auparavant après une série de vols de médicaments, et cette nuit, il avait capturé quelque chose qui donnait un goût amer à son café, alors qu'il regardait l'infirmière Arya Chen se glisser dans les couloirs comme un fantôme transportant de la contrebande à des patients censés être en isolement strict. Les images la montraient entrant dans la chambre 237 à 23h47, passant 43 minutes avec l'enfant mystérieuse, connue seulement sous le nom de Luna, et laissant derrière elle ce qui semblait être des denrées alimentaires qui violaient au moins 6 protocoles hospitaliers différents conçus pour prévenir la contamination dans le service de quarantaine. Il rembobina la vidéo 3 fois, observant ses mouvements prudents et notant la manière exercée dont elle évitait les angles de caméra, réalisant que cela durait depuis bien plus longtemps que les 3 semaines écoulées depuis la mise en ligne du nouveau système de surveillance. Ses doigts tambourinaient contre le bureau, tandis qu'il examinait ses options, chacune entraînant des conséquences qui pourraient se propager à travers la hiérarchie de l'hôpital, comme des pierres jetées dans une eau calme. À 6h15 du matin, il intercepta Arya alors qu'elle terminait sa tournée officielle, son visage marqué par un épuisement qui allait plus loin que ce qu'une simple garde de nuit pouvait expliquer. Marcus lui fit signe de se diriger vers son bureau avec l'expression sombre d'un homme sur le point d'annoncer une nouvelle qui changerait tout, et Arya le suivit avec la résignation de quelqu'un qui s'attendait à cette confrontation depuis des mois. Les enregistrements de sécurité défilaient sur son moniteur comme des preuves dans un procès, montrant ses visites non autorisées en noir et blanc, ne laissant aucune place à l'interprétation ou à l'excuse. La politique de l'hôpital est claire concernant les protocoles de quarantaine, dit-il, sa voix portant le poids de règlements écrits dans le sang et appris au fil de décennies de catastrophes médicales. Vous êtes entrés dans des chambres d'isolement sans autorisation, apportant de la nourriture extérieure à des patients porteurs d'agents pathogènes inconnus, et violant des procédures de sécurité qui existent pour protéger à la fois les patients et le personnel d'une contamination potentiellement mortelle. Arya se tenait devant son bureau comme une accusée attendant sa sentence, les mains jointes derrière le dos et le menton levé avec un défi qui le surprit par son intensité tranquille. Ce n'est qu'une petite fille qui est seule dans cette chambre depuis 3 mois, répondit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Pas de visiteurs, pas de famille, personne qui se soucie de savoir si elle vit ou meurt, à l'exception du personnel médical qui la traite comme un spécimen au lieu d'un être humain. Marcus sentit le poids familier de la responsabilité administrative s'abattre sur ses épaules comme une couverture de plomb, sachant que la compassion et la politique de l'hôpital s'alignaient rarement de manière à faciliter son travail. Les violations pourraient lui coûter sa licence d'infirmière, entraîner des poursuites judiciaires si une contamination se propageait, détruire la carrière qu'elle avait bâtie au fil d'années de dévouement et de sacrifice. Mais les mots suivants d'Arya portaient une détermination d'acier qu'il n'avait jamais entendue chez elle auparavant. Une résolution qui semblait brûler dans ses yeux sombres comme un feu derrière une vitre. « Je n'arrêterai pas de lui rendre visite, dit-elle, cette simple déclaration ayant plus de poids que n'importe quelle justification élaborée. Vous pouvez me renvoyer. Vous pouvez me signaler au Conseil de l'Ordre. Vous pouvez faire tout ce que vous jugez nécessaire. Mais cet enfant ne passera pas ses derniers jours seul et oublié dans une chambre stérile où personne ne la touche, sauf pour lui prélever du sang ou vérifier ses signes vitaux. » Pendant ce temps, à 60 miles de la ville,
Dorian Blackthorne reçut des informations par des canaux surnaturels qui glacèrent son sang ancien d'une peur qu'il n'avait pas ressentie depuis la nuit où sa fille avait été maudite. L'exécuteur Alaric Voss était arrivé à l'aéroport régional à bord d'un jet privé, enregistré au nom d'une société écran servant de façade aux opérations du pacte, transportant des bagages que les douaniers n'inspecteraient jamais et des armes qu'aucune autorité humaine ne pourrait comprendre ou contrôler. Des informateurs du roi vampire, qui lui servaient d'yeux et d'oreilles dans toute la région, rapportèrent qu'Alaric s'était enregistré à l'hôtel Méridien sous une immunité diplomatique qui s'étendait d'une manière ou d'une autre à des créatures qui n'existaient officiellement pas, et qu'il portait avec lui la lame écarlate, une arme forgée dans les cours médiévales de la noblesse vampire, spécifiquement pour détruire les membres maudits de leur propre espèce. La lame avait été bénie par des prêtres vampires avec des rituels si sombres et anciens que leur nom même avait été oublié par tous, sauf les plus érudits des spécialistes du savoir surnaturel, son tranchant capable de sectionner non seulement la chair et les os, mais l'essence même qui liait l'âme d'un vampire à une existence immortelle. La loi surnaturelle était absolue dans sa cruelle simplicité. Les vampires infectés par des malédictions de sang qui ne pouvaient être guéris dans les 90 jours devaient être éliminés pour empêcher la contamination de se propager à travers la société immortelle, une règle écrite dans les cendres de lignées de vampires entières qui avaient été consumées par des fléaux magiques au cours des siècles passés. Dorian calcula le délai avec un désespoir croissant, réalisant que sa fille avait été maudite il y a 87 jours, ne lui laissant que 3 jours pour accomplir ce qui avait semblé impossible pendant près de 3 mois. La même nuit, l'état de Luna se détériora à une vitesse effrayante, sa peau déjà pâle prenant une qualité translucide qui rendait les veines en dessous visibles comme des rivières sombres coulant sous la glace. Sa température atteignit des niveaux qui auraient dû tuer un enfant humain. Mais elle restait consciente et alerte, ses yeux sombres brûlant de fièvre et de quelque chose d'autre que le personnel médical ne pouvait ni identifier ni expliquer. Le docteur Holloway prit la décision de la transférer en isolement intensif, un environnement stérile conçu pour contenir les agents pathogènes les plus dangereux connus de la science médicale, coupant ainsi tout accès non autorisé et l'isolant du monde comme un secret dangereux. Mais Arya Chen avait passé 18 mois à apprendre les passages cachés de l'hôpital pour enfants Saint Mercy, mémorisant les changements d'équipe, les rondes de sécurité et les 1000 petits détails qui séparaient ceux qui appartenaient au lieu de ceux qui n'y appartenaient pas. Elle enfreignit sa première règle en accédant à l'unité de soins intensifs avec des identifiants de carte-clés volés empruntés à un agent d'entretien qui lui faisait assez confiance pour ne pas poser de questions. Elle viola sa deuxième politique en désactivant l'alarme de la chambre d'isolement de Luna, utilisant des connaissances acquises au fil d'années de travail avec un équipement similaire pour contourner les systèmes de sécurité conçus pour empêcher exactement ce qu'elle tentait de faire. Sa troisième transgression survint lorsqu'elle entra dans la chambre scellée sans équipement de protection, s'exposant à l'agent pathogène inconnu qui avait déconcerté tous les spécialistes ayant examiné l'enfant mystérieuse. Luna gisait sur le lit d'hôpital comme une poupée brisée, son petit corps éclipsé par des équipements médicaux qui surveillaient des signes vitaux affichant des lectures auxquelles aucun enfant humain ne devrait survivre. Mais quand Arya toucha son front de ses doigts doux, les yeux de Luna s'ouvrirent et se fixèrent sur son visage avec une reconnaissance désespérée qui allait au-delà de la simple gratitude. Les lèvres de l'enfant bougèrent en mots murmurés, qu'Arya pouvait à peine entendre par-dessus la symphonie électronique des machines médicales, des fragments de sens qui entraient ses rêves pendant des semaines. « Il vient pour moi, » dit Luna, sa voix portant des accents qui n'appartenaient à aucune langue moderne, des inflexions qui semblaient avoir été façonnées par des siècles d'utilisation dans des endroits où la lumière du soleil n'atteignait jamais.
La fièvre de Luna atteignit des sommets impossibles, enregistrant 107,3 degrés Fahrenheit sur les thermomètres numériques, tandis que son pouls restait stable et fort, défiant tous les principes médicaux qu'Aria avait appris à l'école d'infirmière. L'enfant se débattait dans son lit d'hôpital, parlant par rapides éclats de ce qui ressemblait à du roumain archaïque mêlé de phrases latines qui portaient le poids du rituel et de la cérémonie. Des mots qui semblaient faire miroiter l'air lui-même d'une énergie qui donnait la chair de poule à Aria. « Tatal me est regel ombrelor » murmura Luna, sa voix prenant des harmoniques qui appartenaient à des cathédrales gothiques plutôt qu'à des chambres d'hôpital stériles. El va veni sama salvez din această închisoare de carne și durere, de curse care mă leagă la această formă fragilă și muritoare. Aria se surprit à comprendre des fragments de sens bien qu'elle n'eut aucune connaissance du roumain, comme si les mots portaient leur propre traduction écrite dans des émotions qui transcendaient les barrières linguistiques. Père royaume, ombre prison, chair, douleur malédiction, liant forme fragile mortelle. L'équipement médical enregistrait des lectures qui défiaient la physiologie humaine, une activité cérébrale qui montait en flèche selon des schémas ressemblant à une méditation profonde plutôt qu'à un délire fiévreux, des rythmes cardiaques qui maintenaient une régularité parfaite malgré une température corporelle qui aurait dû provoquer une défaillance des organes des heures auparavant. Pendant les moments de calme relatif, Aria fouilla les dossiers médicaux de Luna avec une confusion croissante, découvrant des lacunes et des incohérences qui la firent douter de tout ce qu'elle pensait savoir sur l'enfant mystérieuse. Aucun certificat de naissance n'existait dans aucune base de données, pas de numéro de sécurité sociale, aucun carnet de vaccination ou de soins médicaux antérieurs, aucun contact d'urgence ni information d'assurance, rien de ce qui accompagnerait normalement l'admission d'un patient dans un grand hôpital. Les fichiers informatiques montraient que Luna était simplement apparue aux urgences 3 mois plus tôt, amenée par un homme qui prétendait l'avoir trouvée effondrée dans une rue de la ville avant de disparaître sans fournir d'identification ou de coordonnées. Plus troublant encore étaient les changements subtils qu'Aria remarqua en consultant les mêmes fichiers plusieurs fois au cours de sa garde. Des notes médicales qui semblaient se modifier et s'altérer lorsqu'elle ne les regardait pas directement. Des résultats de laboratoire qui affichaient des valeurs différentes à chaque fois qu'elle y accédait. Des radiographies qui montraient des caractéristiques anatomiques vacillant entre une structure osseuse humaine normale et quelque chose de tout à fait différent. Pendant ses pauses de recherche, elle découvrit que quelqu'un avait laissé des indices dans tout l'hôpital. Des symboles anciens dessinés dans la condensation sur les fenêtres qui disparaissaient en quelques minutes, des marques ressemblant à des notations alchimiques médiévales mêlées à des motifs géométriques qui faisaient mal aux yeux. Les symboles apparaissaient le plus fréquemment près de la chambre de Luna, gravés dans le givre qui se formait sur les surfaces vitrées malgré le système de climatisation de l'hôpital, comme si quelque chose d'une froideur surnaturelle se déplaçait dans les couloirs aux heures les plus profondes de la nuit. Aria commença à faire des recherches sur le folklore et la mythologie pendant ces quelques heures de sommeil, découvrant des légendes de noblesse vampire régnant sur des royaumes cachés et des malédictions de sang piégeant des êtres immortels dans une chair mortelle, des histoires qui se lisaient comme de la fantaisie jusqu'à ce qu'on les compare au profil médical impossible de Luna. Pendant ce temps, Alaric Voss arriva à l'hôpital déguisé en Dr. Alexander Vance, un inspecteur du CDC enquêtant sur des cas d'agents pathogènes inhabituels qui seraient apparus dans 3 autres villes au cours du dernier mois. Ces accréditations étaient des contrefaçons parfaites. Soutenues par une influence surnaturelle qui rendait les administrateurs de l'hôpital désireux de coopérer avec une autorité fédérale qu'ils ne pouvaient se permettre de questionner ou de retarder.
Alaric possédait les traits classiques de la noblesse européenne, combinés à des yeux qui semblaient absorber la lumière plutôt que la réfléchir. Une qualité troublante qui mettait le personnel médical mal à l'aise, sans qu'il puisse articuler exactement pourquoi sa présence semblait déplacée à des niveaux plus profonds que la pensée consciente. Il mena son examen de Luna avec un détachement clinique qui masquait des siècles d'expérience dans la destruction de créatures comme l'enfant maudite qui gisait devant lui sur des draps stériles. Notant la progression des symptômes qui marquaient les derniers stades de l'infection par la malédiction de sang. Son équipement portable comprenait des appareils qu'aucun scientifique humain n'avait jamais développés, des instruments capables de détecter les émanations surnaturelles et de mesurer le taux de décomposition de l'essence immortelle piégée dans une chair mortelle. Les lectures confirmèrent ce qu'il s'attendait à trouver. L'enfant d'un noble vampire dans les phases terminales d'une malédiction magistralement construite qui la consumerait complètement en 72 heures, à moins que le pacte n'intervienne avec la seule solution que leur loi ancienne permettait. Aria se confia à la détective Sarah Martinez lors de leur café hebdomadaire au restaurant ouvert 24 heures sur 24, à 3 pâtés de maison du poste de police, cherchant des conseils sur le passé mystérieux de Luna auprès de quelqu'un formé à découvrir les vérités cachées sur les personnes qui préféraient rester invisibles aux yeux des autorités. Sarah était l'amie d'Aria depuis l'université, une enquêtrice à l'esprit vif dont l'instinct pour trouver des schémas dans des événements apparemment sans lien lui avait valu la réputation de résoudre des affaires que d'autres détectives abandonnaient comme des impasses sans espoir. L'absence de certificat de naissance et d'antécédents médicaux intéressa Sarah sur le plan professionnel, représentant le genre de mystères administratifs qui dissimulaient souvent des crimes plus graves impliquant la traite des êtres humains ou des réseaux de maltraitance d'enfants opérant dans les ombres entre les juridictions légales. L'enquête de Sarah commença par des recherches de routine dans les bases de données, mais s'étendit rapidement à un territoire qui la fit remettre en question ses hypothèses sur le monde qu'elle croyait comprendre, révélant un schéma d'enfants disparus et de cas médicaux inexpliqués s'étalant sur des décennies, à travers plusieurs États et pays. Les dossiers hospitaliers montraient des enfants apparaissant sans pièce d'identité, présentant des symptômes qui déconcertaient les professionnels de la santé, recevant un traitement pour des affections sans cause ni remède connu avant de disparaître du système aussi mystérieusement qu'ils y étaient entrés. Le schéma était assez subtil pour passer inaperçu, à moins que quelqu'un ne cherche spécifiquement des liens entre des événements apparemment aléatoires. Mais une fois que Sarah commença à cartographier les incidents, elle découvrit un réseau de cas qui suggérait quelque chose de bien plus vaste et organisé que des cas isolés d'abandon d'enfants. Les avis de recherche déposés par des parents désespérés décrivaient des enfants qui s'évanouissaient sans laisser de traces depuis des endroits sécurisés, souvent de leur propre chambre pendant la nuit, ne laissant derrière eux aucune preuve d'effraction ou de lutte. Les descriptions des enfants disparus partageaient des caractéristiques communes qui allaient au-delà de la coïncidence statistique. Une pâleur inhabituelle, une intelligence avancée, des yeux qui semblaient plus vieux que leur âge apparent, et des petites manies comportementales que les parents attribuaient à des phases de l'enfance, jusqu'à ce que leurs fils et filles disparaissent pour toujours. Des établissements médicaux dans 3 États rapportèrent des cas similaires d'enfants non identifiés arrivant avec des conditions nécessitant un traitement spécialisé, y séjournant pendant des semaines ou des mois avant que leurs mystérieux tuteurs ne les retirent contre l'avis médical, laissant derrière eux des factures médicales payées en espèces et de fausses informations qui ne menaient nulle part. Dorian réalisa trop tard que ses efforts pour aider sa fille avaient créé une dangereuse trace écrite qui le reliait à des activités surnaturelles dans plusieurs juridictions, un schéma qu'une personne dotée des compétences d'enquête de Sarah pourrait remonter jusqu'à sa source, avec des conséquences qui pourraient exposer la société des vampires aux autorités humaines. Ces manipulations minutieuses des dossiers médicaux et des systèmes informatiques
avaient laissé des empreintes numériques qui semblaient être insignifiantes individuellement, mais qui formaient une image claire lorsqu'elles étaient examinées par quelqu'un formé à reconnaître les signes de tromperie systématique et de dissimulation. La prise de conscience le frappa comme un coup physique alors qu'il surveillait les communications de la police depuis son sanctuaire caché. Entendant la voix de Sarah discuter de schémas qui menaient inexorablement vers des vérités que les humains n'étaient pas censés découvrir sur les créatures qui partageaient en leur monde. Alaric Voss accéléra son calendrier en apprenant que les forces de l'ordre s'étaient impliquées dans l'enquête sur les activités surnaturelles, considérant l'attention humaine comme un risque de contamination qui nécessitait un confinement immédiat avant qu'elle ne puisse se propager au-delà des limites acceptables. Il exigea un accès immédiat à Luna pour des tests spécialisés qui confirmeraient sa nature surnaturelle, fournissant des documents qui lui donnaient l'autorité de passer outre toute objection médicale ou légale à son examen de l'enfant maudite. Le Dr. Holloway se retrouva sous la pression d'agences fédérales dont il n'avait jamais entendu parler, recevant des appels téléphoniques de responsables dont les accréditations étaient impossibles à vérifier, mais dont l'autorité semblait absolue lorsqu'elle était appuyée par des documents juridiques qui rendaient toute résistance vaine. Le transfert vers un établissement médical sécurisé aurait lieu dans les 48 heures, expliqua Alaric, avec une efficacité froide qui n'admettait ni argument ni retard, décrivant l'équipement spécialisé et les protocoles de confinement nécessaires pour faire face à des agents pathogènes qui constituaient des menaces existentielles pour la santé publique. Cette nuit-là, Aria découvrit qu'elle était suivie par des hommes en costume sombre qui maintenaient des distances professionnelles sans faire aucun effort pour dissimuler leur surveillance. Une tactique de pression psychologique conçue pour créer la peur sans fournir de motif de plainte légale. Son appartement montrait des signes de fouilles minutieuses, des effets personnels légèrement déplacés de leur position d'origine, d'une manière que quelqu'un de moins observateur aurait pu manquer, des appareils électroniques potentiellement compromis et des espaces privés violés par des intrus qui possédaient des clés et des codes d'alarme qui auraient dû être sécurisés. Le filet se resserrait autour de tous ceux qui étaient liés à Luna, les entraînant vers une confrontation qui déterminerait si l'amour pouvait triompher d'une loi ancienne, ou si les mystères de la noblesse vampire seraient enterrés sous des explications officielles qui satisferaient la curiosité humaine tout en dissimulant des vérités trop dangereuses pour que les esprits mortels les comprennent. Aria chercha refuge dans la chapelle de Saint Mercy à 3h17 du matin, après une autre garde sans sommeil, son esprit tourmenté par des questions sur les lectures médicales impossibles de Luna et la certitude croissante que des forces dépassant son entendement convergeaient autour de l'enfant mystérieuse qui était devenu le centre de son monde. Le petit sanctuaire interconfessionnel occupait un coin tranquille du premier étage de l'hôpital. Conçu pour apporter du réconfort aux familles confrontées à la perte et au personnel médical en quête de moments de paix entre les crises incessantes qui définissaient leur vie professionnelle. Une lumière douce provenant des vitraux projetait des motifs arc-en-ciel sur de simples bancs en bois, tandis que le parfum subtil des listes des services commémoratifs récents persistait dans un air qui semblait distinct de la stérilité antiseptique des étages médicaux supérieurs. Elle s'agenouilla au premier rang, la tête baissée et les mains jointes, ne priant pas exactement mais cherchant une sorte de clarté sur des événements qui semblaient défier toute explication rationnelle, lorsque des pas résonnèrent derrière elle avec la cadence mesurée de quelqu'un habitué à se déplacer dans des espaces sacrés. L'homme qui s'approcha portait un costume anthracite coûteux qui tombait parfaitement sur des épaules assez larges pour suggérer une puissance physique, ses cheveux sombres rejetés en arrière sur des traits classiques qui auraient pu être sculptés dans le marbre par des maîtres de la Renaissance qui comprenaient l'intersection entre la beauté et le danger. Ses yeux possédaient des profondeurs qui semblaient contenir des siècles de connaissances et de chagrins accumulés, tandis que sa présence emplissait la chapelle d'une énergie qui donnait à l'air lui-même une charge électrique qui hérissait les poils sur ses bras et son cou.
Mademoiselle Chen, dit-il, sa voix portant des accents qui appartenaient aux cours européennes et à l'aristocratie de l'Ancien Monde. Des inflexions qui suggéraient une éducation dans des langues antérieures aux nations modernes. Mon nom est Dorian Blackthorne, et je suis la raison pour laquelle vous avez été entraîné dans des circonstances qui changeront votre compréhension de la réalité elle-même. Je suis le père de Luna, bien qu'expliquer cette relation nécessite des révélations qui pourraient briser tout ce que vous croyez sur le monde que vous habitez. Arya se tourna pour lui faire face, le cœur battant contre ses côtes, reconnaissant quelque chose de familier dans ses traits classiques qui faisaient écho à la structure osseuse de Luna, sous la pâleur et la fièvre qui avaient consumé le visage de l'enfant pendant des mois. Mais la reconnaissance souleva des questions plutôt que des réponses. Une confusion sur la façon dont cet homme manifestement riche et puissant pouvait être le père d'un enfant abandonné sans tuteurs légaux ni antécédents médicaux, des mystères qui semblaient s'épaissir plutôt que de se résoudre avec sa présence dans l'espace sacré où elle avait cherché la clarté. « Je suis ce que le folklore humain appelle un vampire », continua-t-il, ces mots prononcés avec une précision factuelle qui les rendait en quelque sorte plus terrifiants que ne l'auraient été des déclarations dramatiques. J'ai parcouru cette terre pendant plus de 800 ans, régnant sur un royaume d'ombre qui existe parallèlement à votre monde mortel, gouvernant des créatures dont l'existence dépend de leur invisibilité à la conscience humaine. Ma fille Séraphina a été maudite il y a 3 ans par des ennemis qui ont compris que la manière la plus cruelle de me détruire était par sa mort lente, piégée dans une chair mortelle qui s'affaiblit de jour en jour. La malédiction qui la lie à ce lit d'hôpital ne peut être brisée que par quelqu'un qui l'aime sans connaître sa vraie nature, quelqu'un dont le cœur est assez pur pour voir au-delà du monstre qu'elle a été forcée de devenir. Il désigna les vitraux où la lumière colorée peignait des motifs changeants sur les murs de la chapelle, et Arya observa en silence, stupéfaite, son reflet ne pas apparaître sur la surface polie des plaques commémoratives montées sur les piliers voisins, une absence qui confirmait des vérités que son esprit rationnel voulait désespérément rejeter. Luna ne meurt pas d'un agent pathogène que la médecine humaine peut identifier, expliqua-t-il, sa voix lourde d'un chagrin qui semblait résonner à travers des siècles de pertes accumulées. C'est une enfant vampire piégée entre la vie et la mort, soutenue uniquement par la force vitale innocente qu'elle puise inconsciemment de ceux qui prennent soin d'elle, chaque moment de connexion prolongeant son existence tout en consumant lentement l'essence même qui la rend immortelle. L'équipement médical enregistre des lectures impossibles parce que sa physiologie fonctionne selon des lois surnaturelles plutôt que des principes biologiques. Sa fièvre consume l'influence de la malédiction, tandis que son corps lutte pour maintenir sa connexion à une essence immortelle qui s'affaiblit à chaque coucher de soleil. Arya sentit la réalité se remodeler autour de révélations qui la firent remettre en question chaque supposition qu'elle avait construite sur la nature de l'existence, la forçant à affronter la possibilité que des monstres des cauchemars de son enfance partageaient le monde avec des gens ordinaires qui restaient béatement inconscients des dangers qui se déplaçaient dans les ombres, juste au-delà de la portée de la lumière électrique. Mais en regardant dans les yeux de Dorian, elle vit une douleur qui transcendait les espèces ou les classifications surnaturelles, l'angoisse brute d'un père regardant son enfant souffrir tout en possédant tout le pouvoir du monde, sauf la seule chose qui pouvait la sauver. La malédiction exige que quelqu'un puisse aimer Séraphina tout en sachant ce qu'elle est vraiment, continua-t-il, ces mots portant un espoir désespéré mêlé à la peur du rejet, ce qui le rendit soudainement vulnérable, malgré ses avantages surnaturels évidents. Vous lui avez montré de la bonté quand elle n'avait rien à offrir en retour, du réconfort quand elle était isolée et seule, une attention sincère qui transcende le devoir ou l'obligation. Cet amour est la clé pour briser une magie conçue pour être incassable,
Mais accepter ce rôle signifie accepter une transformation qui changera votre humanité pour toujours. Il étendit sa main vers elle, et elle vit la vraie forme de Luna se refléter dans ses yeux, comme une vision accordée par la proximité d'un pouvoir ancien. Une magnifique enfant vampire aux yeux d'argent et aux longs cheveux sombres qui dansaient dans des jardins éclairés par la lune. Dans des royaumes qui existaient au-delà de la perception mortelle. L'illusion ne dura que quelques secondes avant de se dissoudre pour redevenir les souvenirs de la jeune fille pâle et fiévreuse qui avait murmuré des avertissements en langues archaïques sur des observateurs dans les ombres du parking. Mais cet aperçu fut suffisant pour lui montrer ce que Luna pourrait devenir si elle était libérée de la malédiction qui la piégeait dans une chair mourante. Ce qu'elle avait été avant que des ennemis ne découvrent l'arme parfaite à utiliser contre un roi vampire qui avait régné pendant des siècles sans connaître la vulnérabilité qui accompagne l'amour de quelqu'un plus que le pouvoir lui-même. Leur moment de connexion fut brisé lorsque les portes de la chapelle s'ouvrirent avec une force suffisante pour faire vibrer les vitraux dans leur cadre, laissant entrer un homme dont la présence apporta un air hivernal et l'odeur de vieux cimetières dans l'espace sacré. Alaric Voss se déplaçait avec une grâce prédatrice qui le marquait comme quelque chose d'autre qu'humain, ses yeux pâles fixés sur Dorian, avec une reconnaissance qui portait le poids d'une autorité ancienne et d'un jugement absolu. Derrière lui venaient deux silhouettes en costume sombre dont les mouvements étaient synchronisés avec une précision militaire, bloquant les issues de secours tout en maintenant des positions qui suggéraient un entraînement intensif pour faire face à des menaces surnaturelles. Dr. Blackthorn, dit Alaric, sa voix portant une prononciation formelle qui appartenait au cours médiéval où les décisions de vie et de mort étaient rendues avec une précision cérémonielle. Vous êtes en violation de la loi du pacte en révélant la nature des vampires à des témoins mortels, aggravant ainsi des violations antérieures concernant la malédiction de votre fille et les risques de contamination que sa présence crée dans les établissements médicaux humains. Mademoiselle Chen est sous surveillance depuis 72 heures en tant que menace potentielle pour le secret des vampires. Son enquête sur le passé de votre fille soulevant des préoccupations qui vont au-delà de la simple curiosité pour des cas médicaux inhabituels. Arya sentit le monde basculer à nouveau en réalisant que les hommes qui l'avaient suivi représentaient quelque chose de bien plus dangereux que les forces de l'ordre humaine, que ses tentatives pour aider un enfant malade avaient attiré l'attention d'êtres dont la justice fonctionnait selon des règles qu'elle ne pouvait pas comprendre. Alaric continua avec une efficacité froide qui n'admettait ni argument ni appel, expliquant que la loi surnaturelle la classait désormais comme un risque pour la sécurité, dont la connaissance de la société des vampires rendait son existence continue problématique pour des créatures qui avaient survécu en restant cachées de la conscience humaine. Le pacte des ombres avait décrété que le père et la fille devaient tous deux être jugés pour des violations qui menaçaient l'ancien accord entre la noblesse vampire et l'ignorance mortelle. Mais l'implication d'Arya avait étendu leur juridiction pour l'inclure en tant que complice de crimes surnaturels qu'elle avait commis sans le savoir, par de simples actes de compassion et de soin. Vous avez 48 heures pour vous rendre pour un jugement en bonne et due forme, annonça Alaric, ces mots portant une finalité qui résonna dans le plafond voûté de la chapelle comme des proclamations de cour surnaturelles où les appels n'étaient pas permis et la miséricorde était un luxe réservé à ceux qui n'avaient pas violé les lois fondamentales régissant la société immortelle. Votre fille recevra la miséricorde d'une mort rapide plutôt qu'une souffrance prolongée, tandis que le sort de Mademoiselle Chen dépendra de la coopération que nous recevrons pendant le temps restant, avant que la lune de sang ne se lève et que toutes les dettes ne doivent être réglées selon des traditions plus anciennes que la civilisation humaine. Dorian se plaça protecteur devant Arya avec un mouvement qui sembla flouter les contours, son attitude sophistiquée s'effaçant pour révéler des instincts prédateurs
aiguisée par des siècles de survie, dans un monde où le pouvoir déterminait la justice et la faiblesse, invitait à la destruction. Les yeux du roi vampire flamboyèrent d'une fureur qui fit vaciller l'éclairage électrique de la chapelle, alors que l'énergie surnaturelle perturbait la technologie ordinaire, tandis que sa voix portait une autorité qui avait commandé la loyauté d'êtres immortels sur plusieurs continents. Ma fille ne mourra pas pour satisfaire la paranoïa du pacte concernant les risques de contamination, déclara-t-il, ses mots résonnant avec une puissance qui fit vibrer les vitraux dans leur cadre. Mademoiselle Chen n'a rien fait d'autre que de montrer de la bonté à un enfant souffrant, et je ne permettrai pas qu'elle devienne un dommage collatéral dans des jeux politiques qui n'ont rien à voir avec la justice ou la protection de la société des vampires. La confrontation dégénéra sur un terrain où la compréhension humaine échouait complètement, laissant Arya prise entre des forces surnaturelles dont le conflit déterminerait si l'amour pouvait triompher d'une loi ancienne, ou si la compassion elle-même serait jugée comme une faiblesse, méritant une punition par des cours qui valorisaient le secret plus que la miséricorde et considéraient de la vie mortelle comme un sacrifice acceptable pour préserver des intérêts immortels qui remontaient à des siècles de soigneuse isolation du monde qu'ils partageaient mais ne reconnaissaient jamais. Alaric Voss se déplaça avec une vitesse inhumaine sur le sol poli de la chapelle, ses yeux pâles fixés sur Arya, avec l'intensité concentrée d'un prédateur qui avait identifié une proie ne pouvant être autorisée à s'échapper vivante ou inchangée. Les lois anciennes régissant la société des vampires étaient absolues dans leur cruelle simplicité. Les mortels qui en apprenaient trop sur l'existence immortelle devenaient des risques pour la sécurité qui nécessitaient des solutions permanentes, leur connaissance étant soit contenue par une contrainte surnaturelle, soit éliminée par des méthodes ne laissant aucune trace que les autorités humaines pourraient investiguer. Mademoiselle Chen relève désormais de la juridiction du pacte, annonça-t-il avec une précision cérémonielle qui portait le poids d'une application de la loi surnaturelle remontant aux cours médiévales où la noblesse vampire avait pour la première fois établi des protocoles pour maintenir le secret dans un monde de plus en plus connecté. Son enquête sur les anomalies médicales, ses interactions documentées avec un enfant vampire maudit et sa présence lors de la révélation non autorisée de la nature immortelle constituent des violations qui exigent un confinement immédiat avant que la contamination ne se propage au-delà des limites acceptables. Dorian s'interposa entre Alaric et Arya avec un mouvement qui sembla brouiller la réalité elle-même, sa façade sophistiquée s'effaçant pour révéler des instincts prédateurs aiguisés par 8 siècles de survie dans des cours où une erreur de calcul politique signifiait la mort permanente. Les yeux du roi vampire flamboyèrent d'une fureur qui fit vaciller l'éclairage électrique dans toute la chapelle, tandis qu'une puissance irradiait de sa forme en vagues, qui firent vibrer les vitraux avec des fréquences harmoniques que les oreilles humaines pouvaient à peine détecter. « Vous ne la toucherez pas, déclara-t-il, sa voix portant une autorité qui avait commandé la loyauté d'êtres surnaturels sur plusieurs continents et à travers des bouleversements politiques qui avaient remodelé le monde immortel des dizaines de fois au cours de l'histoire. Elle n'a commis aucun crime, si ce n'est de faire preuve de compassion envers un enfant souffrant, et je ne permettrai pas que la paranoïa du pacte concernant les brèches de sécurité détruise une femme innocente dont la seule erreur a été de posséder un cœur assez pur pour aimer sans rien attendre en retour. La réponse d'Alaric vint avec une précision chirurgicale qui révéla des siècles d'expérience dans le traitement de la noblesse vampire rebelle qui croyait que leurs titres anciens leur conféraient une immunité face à la justice surnaturelle. Ses doigts pâles se déplaçant vers des armes dissimulées sous un costume coûteux, tandis que des exécuteurs de renfort changeaient de position pour couper les voies de fuite potentielles par les portes et les fenêtres de la chapelle. La femme a été témoin d'une transformation de vampire, a entendu des explications détaillées sur la structure de la société immortelle,
et a acquis des connaissances qui rendent son existence continue en tant que mortel non contrôlé impossible en vertu des lois établies pour prévenir les événements d'exposition qui pourraient déclencher une réponse militaire humaine contre nos communautés cachées. Son sort a été scellé au moment où vous avez choisi vos désirs personnels au détriment de la sécurité collective, et sa détention sous l'autorité du pacte représente une miséricorde comparée aux alternatives que nos prédécesseurs employaient pour traiter les témoins contaminés. La confrontation éclata en une violence surnaturelle qui brisa l'atmosphère paisible de la chapelle comme du verre se brisant sous une pression impossible, Dorian se déplaçant à une vitesse qui laissait des images rémanentes, tandis qu'Alaric dégainait des armes qui semblaient absorber la lumière de leur environnement. Mais plutôt que de s'engager dans une bataille qui entraînerait certainement la mort d'Arya, quelle qu'en soit l'issue, Dorian lui saisit la main avec des doigts froids comme le métal en hiver et prononça des mots en roumain ancien qui firent plier la réalité autour d'eux comme du verre chauffé. La chapelle se dissolut dans l'ombre, et le vertige alors que la magie des vampires les transportait à travers l'espace de manière à défier la compréhension humaine de la physique, pour réapparaître quelques instants plus tard dans le parking de l'hôpital où la berline noire de Dorian attendait, moteur en marche et porte déverrouillée. « Conduisez », ordonna-t-il, pressant les clés dans ses mains tremblantes, tout en scrutant les ombres à la recherche de signes de poursuite qui pourraient se matérialiser de n'importe quelle direction. Le pacte a des ressources que vous ne pouvez imaginer, des réseaux de surveillance qui s'étendent sur des continents et des systèmes de communication qui fonctionnent plus vite que la technologie humaine. Mais nous avons quelques minutes avant qu'ils ne mobilisent suffisamment de force pour boucler toutes les sorties de cette ville. Arya se retrouva au volant d'une voiture valant plus que son salaire annuel, suivant les indications d'un GPS qui la menait à travers des ruelles et des zones industrielles, tandis que Dorian passait des appels téléphoniques dans des langues qu'elle ne reconnaissait pas à des alliés dont la loyauté avait été achetée au fil de siècles de manœuvres politiques prudentes. Pendant ce temps, 3 étages plus haut dans l'unité de soins intensifs, l'état de Luna se détériora à une vitesse effrayante, alors que le lien magique qui l'avait soutenu pendant les 18 mois de visite d'Arya commençait à s'estomper comme la flamme d'une bougie privée d'oxygène. Sans contact régulier avec l'âme pure dont l'amour avait lentement brisé l'emprise de la malédiction sur son essence immortelle, la magie du sang réaffirma sa domination avec une efficacité vicieuse conçue pour infliger une souffrance maximale à sa victime et une torture psychologique à ceux qui se souciaient de son sort. Sa peau déjà pâle devint assez translucide pour révéler des veines sombres en dessous, comme des rivières de poison coulant à travers du marbre, tandis que sa température grimpa à des niveaux enregistrés comme un dysfonctionnement de l'équipement sur des thermomètres numériques jamais conçus pour mesurer une fièvre surnaturelle. Le personnel médical observa, fasciné et horrifié, alors qu'elle commençait à vieillir rapidement, traversant des décennies en un temps compressé. Son visage d'enfant se creusant de rides et de joues creuses, tandis que ses cheveux devenaient argentés d'un âge prématuré, qui parlait de malédictions trop complexes pour que la médecine humaine puisse les comprendre ou les traiter. Le docteur Holloway découvrit que ses systèmes informatiques avaient été compromis par une intrusion si sophistiquée qu'elle ne laissa aucune trace d'entrée, tout en modifiant systématiquement les dossiers médicaux pour supprimer les preuves de la physiologie impossible de Luna et des visites non autorisées d'Arya. Les dossiers des patients se modifiaient sous ses yeux tandis qu'il regardait, les résultats de laboratoire changeant pour afficher des lectures humaines normales, tandis que les déclarations de témoins du personnel infirmier étaient éditées pour supprimer les références à un comportement inhabituel ou à des phénomènes inexpliqués. La manipulation numérique allait au-delà de la simple modification de données pour devenir une altération de la réalité qui le fit douter de ses propres souvenirs, se demandant si les lectures étranges et les signes vitaux impossibles n'avaient pas été des hallucinations provoquées par le surmenage et le stress,
plutôt que la preuve d'une activité surnaturelle opérant au sein de son hôpital. La détective Sarah Martinez fit des découvertes qui la remplirent d'effroi alors qu'elle enquêtait sur le schéma d'enfants disparus et de cas médicaux inexpliqués, trouvant les corps d'anciens membres du personnel hospitalier qui s'étaient approchés de trop près de secrets que des forces puissantes voulaient garder enfouis. Les décès avaient été attribués à des accidents, des suicides et des crimes aléatoires qui ne laissaient aucun lien apparent entre des victimes, dont le seul facteur commun était leur emploi dans des établissements médicaux ayant traité des cas pédiatriques inhabituels. Les rapports d'autopsie indiquaient une cause de décès conforme à leurs explications officielles, mais l'œil exercé de Sarah remarqua des détails qui suggéraient une élimination professionnelle déguisée en tragédie banale. La position des corps et les schémas de blessures qui témoignaient d'une expertise à faire passer un meurtre pour un malheur. L'hôpital entra en protocole de confinement alors que des autorités fédérales arrivaient avec des accréditations qui ne pouvaient être remises en question et un équipement qui semblait conçu pour contenir des menaces biologiques plutôt que pour enquêter sur des irrégularités médicales. Luna se retrouva piégée dans l'unité de soins intensifs alors que du personnel armé bouclait les voies d'accès, leur présence expliquée comme des précautions nécessaires pour faire face à des agents pathogènes inconnus qui présentaient des risques potentiels pour la santé publique s'ils étaient autorisés à se propager au-delà des environnements médicaux contrôlés. Sous la vieille cathédrale, qui se dressait au cœur de la ville depuis plus de 2 siècles, Dorian guida Arya à travers des passages secrets taillés dans la roche vive par des architectes vampires qui comprenaient la nécessité d'espaces sanctuaires où la noblesse immortelle pouvait se retirer lorsque la politique humaine menaçait leur existence. Le sanctuaire avait été construit à l'époque de la guerre de sécession, lorsque la société surnaturelle s'était divisée selon des lignes qui reflétaient le conflit mortel, offrant un terrain neutre où les factions opposées pouvaient se rencontrer sans déclencher des querelles de sang qui auraient pu exposer l'implication des vampires dans les affaires humaines aux autorités déjà méfiantes des influences étrangères opérant sur le sol américain. L'éclairage électrique avait été ajouté lors de la rénovation des années 1920, mais la chambre conservait son atmosphère médiévale, avec des arcs en pierre, qui supportaient un poids réparti sur des siècles d'ingénierie soignée et des tapisseries qui dépeignaient l'histoire des vampires, en une imagerie symbolique compréhensible uniquement pour ceux qui étaient éduqués dans la tradition immortelle. Arya se retrouva dans une bibliothèque contenant des livres écrits dans des langues antérieures aux nations modernes, des volumes reliés dans un cuir qui n'était peut-être pas d'origine animale et remplis de connaissances, qui pourraient pousser des esprits non préparés à la folie si elles étaient absorbées trop rapidement, sans une préparation et une compréhension adéquates. C'est la réalité dans laquelle vous êtes entrée en aimant ma fille, expliqua Dorian, en versant un vin qui avait un goût de cuivre et de lumière stellaire dans des verres en cristal qui captaient la lueur des bougies comme des rayons de lune capturés. La société des vampires fonctionne selon des hiérarchies établies au fil de siècles d'évolution politique. Les maisons nobles maintenant, leur pouvoir par des alliances soigneusement équilibrées et des accords territoriaux qui empêchent le genre de guerre ouverte qui a failli exposer notre existence pendant la période médiévale, lorsque les populations humaines étaient plus petites et l'activité surnaturelle plus facile à dissimuler. Le pacte des ombres sert de conseil dirigeant, appliquant des lois conçues pour protéger la société immortelle de la découverte par les autorités mortelles, qui possèdent une technologie de plus en plus sophistiquée pour détecter les anomalies que nos ancêtres pouvaient cacher par la simple manipulation de réseaux de communication primitifs. La malédiction qui lie Serafina représente le summum de la magie du sang développée par des clans de vampires spécialisés dans les armes conçues pour détruire leur propre espèce,
des sorts si complexes et vicieux qu'ils violent les traités régissant la guerre surnaturelle, mais restent techniquement légaux en vertu de précédents anciens qui prédatent la civilisation moderne. Le lien magique ne peut être brisé que par quelqu'un qui choisit de l'aimer tout en connaissant sa vraie nature. Mais le rituel requis pour accomplir cet amour implique de partager la force vitale d'une manière qui transformera votre mortalité en quelque chose entre l'humain et le vampire, accordant une durée de vie prolongée et des capacités surnaturelles tout en maintenant suffisamment d'humanité pour servir de point d'ancrage à son essence immortelle. En surface, le pacte lança des campagnes de désinformation conçues pour discréditer la réputation d'Aria et justifier sa détention en vertu de lois que les autorités humaines ne seraient jamais autorisées à examiner ou à contester. Sa photo apparut sur des avis de recherche, l'identifiant comme une dangereuse chef de culte qui menait des expériences médicales illégales sur des enfants en phase terminale, des accusations étayées par des preuves si soigneusement fabriquées qu'elles résisteraient à l'examen d'enquêteurs qui manquaient des connaissances surnaturelles pour reconnaître les signes de manipulation politique vampirique. La détective Martinez se retrouva sous la pression d'agences fédérales dont elle n'avait jamais entendu parler pour arrêter son ancienne amie sur des accusations qui semblaient se multiplier chaque heure, chaque nouvelle accusation étant étayée par une documentation qui rendait la résistance vaine et les questions sur les sources des preuves semblaient être une obstruction aux enquêtes de sécurité nationale. Le docteur Holloway contacta Aria par des canaux cryptés qu'il avait établis au cours de sa propre enquête sur les mystères médicaux surnaturels qui avaient tourmenté les hôpitaux de plusieurs États pendant des décennies, révélant que ses recherches avaient mis au jour d'autres cas où des membres du personnel médical avaient disparu ou étaient morts après avoir traité des patients dont l'état défiait toute explication scientifique. Son message portait une urgence désespérée mêlée à une curiosité professionnelle pour des phénomènes qui remettaient en question tout ce qu'il avait appris en 30 ans de pratique médicale, offrant son aide tout en comprenant que son assistance pourrait lui coûter sa carrière et potentiellement sa vie s'il était découvert par des forces qui avaient démontré leur volonté d'éliminer les témoins pour préserver leur secret. Mais sa communication fut interceptée par les réseaux de surveillance du pacte qui surveillaient le trafic numérique à la recherche de mots-clés et de schémas comportementaux associés aux brèches de sécurité surnaturelles, permettant à Alaric Voss de remonter à la source de la transmission en quelques minutes. L'exécuteur arriva au bureau du Dr. Holloway avec des ressources qui rendaient toute résistance impossible. Utilisant une combinaison de contraintes surnaturelles et d'intimidation physique pour transformer le médecin en un appât involontaire pour un piège conçu pour capturer à la fois Dorian et Arya lorsqu'ils tenteraient de secourir Luna de son état qui se détériorait. Pendant ce temps, la malédiction de Luna s'accéléra au-delà de tous les paramètres précédents alors que son lien avec Arya s'affaiblissait avec la distance et le temps, son petit corps vieillissant à travers des décennies d'existence compressée, tandis que les moniteurs enregistraient des signes vitaux qui fluctuaient entre des extrêmes impossibles. Dorian réalisa que les tentatives de sauvetage conventionnelles échoueraient face aux mesures de sécurité du pacte, conçues pour contenir la noblesse vampire ayant accès à des ressources s'étendant sur des continents et des siècles de pouvoir accumulé, le forçant à envisager des options qui violaient ses principes personnels et sa position politique au sein de la société immortelle. Contacter le clan de l'ombre brume, ses anciens ennemis qui avaient maudit Séraphina, offrait la seule possibilité d'un passage surtemporaire à travers le territoire qu'ils contrôlaient autour de l'hôpital, mais leur prix exigeait tout ce qu'il avait bâti au fil de 8 siècles de manœuvres politiques prudentes et d'alliances stratégiques. Ils accorderaient 6 heures de neutralité en échange de son abdication formelle en tant que roi vampire et de son acceptation d'une servitude éternelle envers leur maison, des conditions qui lui coûteraient sa couronne, sa liberté et son autorité, tout en ne fournissant aucune garantie que Séraphina pourrait être sauvée, même s'il l'atteignait avant que la malédiction n'achève son œuvre mortelle.
Arya le regarda se débattre avec la décision qui déterminerait non seulement le sort de sa fille, mais aussi l'avenir de la structure politique des vampires dans l'hémisphère occidental, réalisant que son simple désir de réconforter un enfant malade avait déclenché des conséquences qui allaient bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer lorsqu'elle était entrée pour la première fois dans la chambre 237, les poches pleines de biscuits de contrebande et de cartes faites à la main. Le prix de l'amour, elle le comprenait maintenant, s'étendait bien au-delà du sacrifice personnel pour englober des mondes entiers qui fonctionnaient selon des règles plus anciennes et plus impitoyables que la justice humaine ne pourrait jamais le comprendre. Dorian étudia les plans de l'hôpital pour enfants Saint Mercy, étalés sur la table de pierre de son sanctuaire souterrain, des dessins architecturaux qui révélaient des couloirs de service et des tunnels techniques invisibles aux visiteurs ordinaires qui se déplaçaient dans les espaces publics sans comprendre l'infrastructure complexe qui soutenait les installations médicales modernes. 24 heures restaient jusqu'à l'échéance de la lune de sang qui scellerait le destin de Séraphina pour toujours, le forçant à équilibrer ses capacités surnaturelles contre les mesures de sécurité du pacte qui avait transformé l'hôpital en une forteresse conçue spécifiquement pour contenir les tentatives d'infiltration de vampires. Arya traça du doigt les itinéraires de maintenance tout en expliquant les changements d'équipe et les rondes de sécurité mémorisées au cours de 18 mois de visites non autorisées, sa connaissance des protocoles humains complétant ses siècles d'expérience de la guerre surnaturelle d'une manière qui pourrait créer des opportunités là où la force brute échouerait certainement. Le pacte a remplacé la sécurité de l'hôpital par son propre personnel, expliqua-t-elle, notant les positions des caméras qui avaient été améliorées depuis l'arrivée d'Alaric 3 jours plus tôt. Mais ils ne comprennent pas les bizarreries du bâtiment, les serrures cassées et les capteurs défectueux que le personnel régulier contourne tous les jours, les angles morts créés par le placement d'équipements qui n'ont pas été conçus en pensant à une infiltration de vampires. Les sens améliorés de Dorian détectèrent des patrouilles du pacte dans toute la ville, alors que les exécuteurs immortels établissaient des périmètres autour des voies d'évasion potentielles, leur coordination surnaturelle, créant des réseaux de surveillance que les forces de l'ordre humaine ne pourraient jamais atteindre par des méthodes de communication conventionnelles. L'ennemi possédait des avantages qui incluaient des siècles d'expérience tactique et des armes conçues spécifiquement pour neutraliser les capacités des vampires. Mais ils avaient aussi des faiblesses enracinées dans l'arrogance de leur propre supériorité et des hypothèses sur les capacités mortelles que la présence d'Arya pourrait aider à exploiter. La détective Sarah Martinez avait passé 72 heures à suivre des pistes d'enquête qui révélaient une conspiration s'étendant bien au-delà des enfants disparus et des cas médicaux inexpliqués, découvrant des preuves de dissimulation systématique impliquant des agences fédérales dont elle n'avait jamais entendu parler et des disparitions de témoins qui suivaient des schémas suggérant une élimination professionnelle plutôt qu'une violence aléatoire. Sa formation policière reconnaissait les signes d'une activité criminelle organisée opérant avec des ressources et une coordination qui dépassaient tout ce qu'elle avait connu, tandis que sa loyauté personnelle envers Arya exigeait une action malgré les risques professionnels qui pourrait détruire tout ce qu'elle avait construit au cours de 15 ans de service, dévouée à des idéaux d'application de la loi qui semblaient de plus en plus naïfs face à des preuves de guerre surnaturelle menées dans les ombres entre la conscience humaine et la reconnaissance officielle. Elle coordonna son aide par des canaux cryptés que les ressources technologiques de Dorian avaient établis, acceptant de créer des diversions qui attireraient l'attention du pacte loin de l'unité de soins intensifs pendant la fenêtre étroite où le sauvetage restait théoriquement possible. Le plan exigeait un timing précis qui ne laissait aucune marge d'erreur. Avec Sarah organisant de faux appels pour troubles domestiques et de fausses alarmes dans tout le quartier de l'hôpital, pendant qu'Arya et Dorian approchaient de leur cible
par des itinéraires qui évitaient les principaux couloirs de surveillance où les exécuteurs de vampires maintenaient une vigilance constante. À 23h30, ils entrèrent par le quai de chargement de l'hôpital en utilisant l'influence surnaturelle de Dorian sur les serrures électroniques et les systèmes de sécurité, se déplaçant à travers des tunnels de service qui reliaient différentes ailes tout en évitant les zones où les patrouilles du pacte concentraient leur attention. L'accès par carte-clé d'Aria restait fonctionnel malgré son statut de fugitive, suggérant soit une négligence administrative, soit un piège délibéré conçu pour les attirer dans un environnement contrôlé où la capture serait inévitable, quels que soient leurs avantages tactiques. Ils atteignirent l'unité de soins intensifs par des itinéraires qui obligèrent Dorian à manipuler les images de surveillance en temps réel. Ces siècles d'expérience avec l'évolution technologique lui permettant de modifier les enregistrements numériques pendant qu'il se déplaçait dans des espaces qui auraient dû être impossibles à pénétrer sans déclencher des alarmes qui auraient provoqué une réponse immédiate des équipes d'exécution surnaturelle. Mais lorsqu'ils atteignirent enfin la chambre 237, ils découvrirent un vide qui les frappa comme un coup physique. L'équipement médical était déconnecté et les draps du lit retirés, comme si l'enfant mystérieuse n'avait jamais existé entre ces murs stériles qui semblaient maintenant se moquer de leur infiltration désespérée. Les images de sécurité montraient Alaric Voss emmenant Luna 4 heures plus tôt sous l'autorité d'un ordre de transport médical d'urgence, qui lui donnait une juridiction illimitée sur l'enfant vampire maudite, dont l'état avait été classé comme une menace immédiate pour la santé publique, nécessitant des protocoles de confinement spécialisés. La piste menait à travers des dossiers numériques qui avaient été soigneusement effacés pour éliminer toute preuve de destination ou d'horaire, forçant Dorian à employer des contacts surnaturels au sein de la communauté médicale qui possédait des informations que les bases de données humaines ne pouvaient pas fournir sur les installations équipées pour gérer des patients dont l'existence même violait les lois naturelles. Les signaux de repérage interceptés des communications du pacte les menèrent à un centre de recherche abandonné à 40 miles de la ville, un complexe de bâtiments construit à l'époque de la guerre froide pour des expériences médicales que les agences gouvernementales préféraient mener loin des zones peuplées où la surveillance pourrait interférer avec des projets jugés nécessaires à la sécurité nationale. L'installation avait été officiellement déclassée 20 ans plus tôt, mais l'imagerie satellite révélait une activité récente, notamment du trafic de véhicules et une consommation d'énergie qui suggérait des opérations en cours, cachées sous des couches de détournement bureaucratique et de documentation classifiée qui tenaient les enquêteurs curieux à l'écart de secrets trop dangereux pour la surveillance civile. Dorian approcha le complexe avec une prudence prédatrice, aiguisée par des siècles de survie dans des environnements où une seule erreur signifiait la mort permanente, ses sens améliorés détectant des signatures surnaturelles qui confirmaient de la présence d'Alaric, ainsi que des armes qui irradiaient une énergie malveillante, conçue pour détruire l'essence immortelle elle-même. La lame écarlate avait été forgée dans les cours de vampires médiévales par des artisans qui comprenaient l'intersection entre la métallurgie et la magie, bénis par des rituels si sombres que leur exécution même avait été interdite par des traités régissant la guerre surnaturelle, jusqu'à ce que la nécessité politique force le pacte à autoriser des outils capables d'éliminer les vampires infectés, dont l'existence continue menaçait la société immortelle dans son ensemble. Arya ressentit une terreur sans pareille dans son expérience humaine, alors qu'ils entraient dans des bâtiments où les lumières fluorescentes vacillaient à des fréquences anormales qui lui faisaient mal aux yeux, tandis que les systèmes de climatisation faisaient circuler une atmosphère épaisse d'ozone et de cuivre qui avait un goût de sang mêlé d'électricité. Au plus profond du complexe, ils trouvèrent Luna attachée à une table d'examen médical, entourée d'équipements qui semblaient être conçus pour la dissection plutôt que pour la guérison, son petit corps convulsant de crise alors que la malédiction s'accélérait dans ses phases finales
aidé par des drogues qui augmentaient sa vulnérabilité surnaturelle, tout en supprimant sa résistance naturelle de vampire à la liaison magique. Alaric se tenait au-dessus d'elle avec un détachement clinique qui masquait des siècles d'expérience dans la destruction de créatures comme l'enfant mourante devant lui, la lame écarlate brillant dans sa main pâle d'une lumière qui semblait absorber les ombres de l'obscurité environnante tout en irradiant un froid qui faisait givrer les surfaces métalliques voisines malgré les systèmes de climatisation de l'installation. Votre arrivée m'épargne la peine de vous traquer à travers plusieurs juridictions, annonça-t-il avec une précision formelle qui portait le poids de l'application de la loi surnaturelle remontant aux cours où la noblesse vampire avait pour la première fois établi des protocoles pour maintenir le secret parmi des populations humaines de plus en plus méfiantes. La souffrance de l'enfant prend fin ce soir, suivie de votre propre élimination en tant que menace pour la sécurité, dont l'existence continue viole tous les principes qui ont permis à notre espèce de survivre dans un monde où la découverte signifie l'extinction. Dorian se déplaça à une vitesse qui laissait des images rémanentes tout en dégainant ses propres armes. Des lames anciennes forgées par des artisans dont les noms avaient été oubliés par tous, sauf les plus érudits de l'histoire immortelle. Un acier qui chantait avec des harmoniques conçues pour canaliser l'héritage surnaturel de la noblesse vampire à travers des techniques métallurgiques qui prédataient de la compréhension humaine de la physique et de la chimie. La bataille qui suivit dépassa la compréhension humaine, alors que deux êtres immortels se battaient avec des capacités qui violaient les lois naturelles, leur force surnaturelle brisant les murs de béton, tandis que leurs mouvements, proches de la téléportation, laissaient des marques de brûlure sur des surfaces jamais conçues pour contenir des forces qui opéraient selon des principes plus anciens que la civilisation humaine elle-même. Chaque blessure infligée par la lame écarlate affaiblissait Dorian de manière permanente, l'arme maudite étant conçue pour sectionner non seulement la chair, mais aussi l'essence magique qui soutenait l'immortalité des vampires, faisant de chaque coupure un pas vers la mort finale qu'aucune guérison surnaturelle ne pourrait inverser ou retarder. Mais Arya réalisa avec une clarté cristalline que le rituel de liaison décrit dans les textes anciens ne nécessitait pas la participation active de Dorian, seulement sa volonté de sacrifier son existence mortelle pour un amour qui transcendait les frontières des espèces et les systèmes de classification surnaturelle qui divisaient le monde en catégories d'humains et de monstres. Elle commença à prononcer des mots en roumain archaïque qui semblaient surgir d'une connaissance profonde qu'elle n'avait jamais possédée. Des syllabes qui portaient une puissance accumulée au fil des siècles de tradition vampire, tandis que sa force vitale commençait à s'écouler vers l'enfant mourante, dont la malédiction avait été conçue pour résister à toute méthode conventionnelle d'intervention magique. Alaric tourna la lame écarlate vers elle avec des mouvements précis comme des instruments chirurgicaux, comprenant que sa transformation achèverait le rituel, qu'elle survive ou non à son accomplissement, faisant de son élimination la priorité qui surpassait même la destruction de Dorian pour empêcher des résultats qui violaient l'autorité du pacte sur le développement futur de la société immortelle. Arya déversa son essence vitale en Luna, à travers des mots qui semblaient s'écrire eux-mêmes sur la réalité en lettres de feu et de lumière stellaire. Sentant sa mortalité s'écouler comme de l'eau s'échappant de vases brisés, tandis qu'une puissance plus ancienne que la mémoire humaine remplissait les espaces laissés vides par son sacrifice volontaire de tout ce qui avait défini son existence jusqu'à ce moment d'engagement absolu envers un amour qui exigeait tout et n'offrait aucune garantie, sauf la certitude que certaines choses importaient plus que la survie personnelle, le confort ou la sécurité. La lune de sang atteignit son zénith, alors que les forces astronomiques s'alignaient dans des configurations qui ne se produisaient peut-être qu'une fois par siècle. La lumière lunaire filtrée par une atmosphère épaisse d'énergie surnaturelle, donnant à l'installation abandonnée l'impression d'un sol sacré
où des rituels anciens avaient été accomplis par des êtres dont les noms n'étaient rappelés que dans des légendes que la plupart des humains rejetaient, comme des superstitions primitives sur des monstres qui n'avaient jamais existé en dehors de l'imagination et du folklore. La malédiction qui liait Séraphina commença à se dissoudre sous la pression d'un amour si pur et désintéressé qu'il submergea des défenses magiques conçues par des sorciers vampires qui n'avaient jamais rencontré d'émotions non entachées d'intérêt personnel ou d'ambition, le sombre enchantement se dénouant comme un tissu soumis à des forces qu'il n'avait jamais été conçu pour résister. La forme enfantine de Luna vacilla comme la flamme d'une bougie dans le vent, révélant des aperçus de sa vraie nature de princesse vampire dont la beauté avait inspiré des poètes dans des cours où la noblesse immortelle avait régné sur des territoires s'étendant sur des continents avant que les nations modernes ne redessinent les cartes selon des considérations politiques purement humaines. Des yeux d'argent s'ouvrirent avec une conscience qui appartenait à quelqu'un de bien plus âgé que son âge apparent, tandis que des cheveux sombres s'étalaient sur la table médicale, comme de l'encre renversée qui captait la lumière de la lune, filtrant à travers des fenêtres positionnées pour offrir une vue optimale des événements célestes. Mais la transformation d'Aria eut un coup qui réécrivit la nature fondamentale de son existence. La mortalité, cédant la place à un état hybride qui lui accordait une durée de vie prolongée et des capacités surnaturelles tout en maintenant suffisamment d'humanité pour servir de pont entre des espèces qui avaient évolué sur des chemins séparés pendant des millénaires. Elle sentit son rythme cardiaque ralentir pour correspondre au cycle lunaire plutôt qu'au jour solaire, tandis que sa vision s'étendait pour englober des longueurs d'onde de lumière invisibles à la perception humaine ordinaire, révélant un monde superposé d'énergie magique dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence, aux côtés de la réalité banale où elle avait passé 32 ans à croire que les lumières électriques et les équipements médicaux représentaient le summum de l'accomplissement humain. La bataille de Dorian contre Alaric atteignit son paroxysme lorsque la lame écarlate trouva des points vitaux qu'aucune régénération de vampire ne pouvait guérir. La magie ancienne sectionnant les liens entre l'essence immortelle et la forme physique d'une manière qui imitait la mort naturelle, tout en empêchant les capacités de résurrection qui permettaient normalement à la noblesse vampire de se remettre de blessures qui détruiraient des êtres surnaturels inférieurs. Mais il se battit avec une fureur désespérée qui puisait sa force dans l'amour plutôt que dans des instincts de survie personnelle, la dévotion paternelle se traduisant par une efficacité au combat qui surprit même Alaric par son intensité et sa sophistication tactique. Au moment où la lame de l'exécuteur transperça son cœur avec une finalité qu'aucune guérison surnaturelle ne pouvait inverser, Dorian prononça des mots qui transférèrent son autorité accumulée de roi vampire à Séraphina, faisant d'elle la plus jeune souveraine de l'histoire immortelle, tout en établissant Arya comme régente et gardienne, dont la nature hybride la qualifiait pour servir de conseillère dans les affaires, nécessitant une compréhension des perspectives humaines et vampiriques. L'ancien rituel de succession fonctionnait selon des liens de sang qui transcendaient la mort elle-même. L'autorité royale s'écoulant du père mourant à la fille transformée par un héritage magique qui avait soutenu la civilisation vampire à travers des siècles de bouleversements politiques et de guerres surnaturelles, qui avaient remodelé la société immortelle des dizaines de fois au cours de l'histoire connue. Alaric tomba sous des blessures que sa propre lame maudite avait rendues incurables, la puissance de l'arme se retournant contre lui lorsque le coup final de Dorian canalisa la magie royale à travers l'acier qui avait été béni par une noblesse vampire, dont les noms étaient gravés dans des monuments antérieurs au langage écrit. L'installation abandonnée tomba dans le silence, à l'exception du bourdonnement électronique des équipements qui avaient enregistré des événements surnaturels dépassant leurs paramètres de programmation. Tandis que la lumière de la lune illuminait 3 silhouettes dont la transformation en une seule nuit
avait modifié la structure politique, gouvernant des créatures dont l'existence restait cachée de la conscience humaine grâce au maintien minutieux des frontières entre la réalité ordinaire et la vérité surnaturelle, qui opérait selon des lois plus anciennes que la civilisation humaine elle-même. 6 mois après la lune de sang, qui avait tout changé, l'hôpital pour enfants Saint Mercy resplendissait de rénovations financées par un bienfaiteur anonyme, dont la générosité avait transformé l'aile pédiatrique en quelque chose qui ressemblait plus à un palais qu'à un établissement médical, avec des peintures murales dépeignant des forêts enchantées où des licornes paissaient près de ruisseaux de cristal et des dragons s'élevaient dans des cieux peints de couleurs qui semblaient changer selon l'angle d'observation. Arya Chen se déplaçait dans des couloirs bordés de marbre importés de carrières de Toscane, ses pas silencieux sur des sols incrustés de motifs qui incorporaient d'anciens symboles de guérison et de protection, des dessins que la plupart des observateurs prenaient pour des fioritures artistiques, mais qui servaient des objectifs pratiques pour ceux qui comprenaient l'intersection entre la beauté et la nécessité surnaturelle. Son apparence avait subtilement changé au fil des mois depuis le rituel de liaison qui avait sauvé la vie de Séraphina. Ses cheveux sombres portaient maintenant des mèches argentées qui captaient de la lumière comme des fils de lumière stellaire tissés dans de la soie de minuit, tandis que ses yeux possédaient des profondeurs qui semblaient refléter une connaissance acquise à travers des expériences qui dépassaient la compréhension humaine normale. Les enfants à qui elle rendait visite remarquaient les changements sans en comprendre la signification, commentant comment son contact semblait soulager la douleur plus efficacement que la morphine et comment sa présence apportait un réconfort qui transcendait tout ce que la science médicale pouvait expliquer ou reproduire par une intervention pharmaceutique. La chambre 314 était devenue son arrêt préféré lors de ses tournées du soir, abritant un garçon de 7 ans nommé Marcus, dont la leucémie avait résisté à tous les traitements conventionnels jusqu'à ce qu'Aria commence à incorporer des capacités de guérison qu'elle apprenait encore à contrôler, canalisant la force vitale de manière à renforcer son système immunitaire, tout en évitant soigneusement le genre de rétablissement spectaculaire qui pourrait attirer une attention médicale non désirée. Elle s'assit à côté de son lit, lisant un recueil de contes de fées écrits spécifiquement pour les enfants confrontés à un diagnostic terminal, des histoires où de jeunes héros courageux surmontaient des obstacles impossibles par le courage et la détermination plutôt que par la magie, bien qu'elle soupçonnât que la subtile influence surnaturelle qu'elle insufflait dans sa voix portait des propriétés curatives qui opéraient au-delà de la détection consciente. Marcus écoutait avec des yeux qui semblaient trop vieux pour son petit visage, posant parfois des questions sur les personnages qui révélaient une intelligence aiguisée par la proximité de la mortalité, tandis que les moniteurs affichaient des signes vitaux qui montraient une amélioration constante que le personnel médical attribuait à des traitements expérimentaux plutôt qu'à une intervention surnaturelle. Plus loin dans le couloir, dans l'espace commun, Séraphina aidait à distribuer des cadeaux aux enfants dont les familles ne pouvaient pas s'offrir de jouets ou de livres, son apparence soigneusement maintenue pour suggérer une bénévole de 12 ans en bonne santé plutôt qu'une princesse vampire apprenant à gouverner un royaume fracturé depuis les ombres qui existaient parallèlement au monde mortel. Elle avait maîtrisé l'art de paraître complètement humaine, tout en conservant l'accès à des capacités immortelles qui lui permettaient de sentir quels enfants avaient le plus désespérément besoin de réconfort, se déplaçant entre les lits d'hôpital avec une intuition qui la guidait vers ceux qui bénéficieraient d'une guérison surnaturelle déguisée en simple gentillesse et attention. Sa transformation depuis l'enfant mourante connue sous le nom de Luna avait nécessité des mois de convalescence attentive, alors que son essence immortelle se reconstruisait dans une chair qui n'était plus contrainte par la malédiction de sang qui l'avait piégée entre la vie et la mort. Mais l'expérience l'avait changée de manière qui allait au-delà de la guérison physique pour atteindre une compréhension émotionnelle de la fragilité mortelle
que la plupart de la noblesse vampire ne développait jamais au cours de siècles d'existence immortelle. La situation politique au sein de la société des vampires restait complexe et dangereuse. Diverses maisons nobles se demandant si quelqu'un qui avait connu la mortalité pouvait posséder le jugement impitoyable nécessaire pour gouverner des êtres immortels dont la survie dépendait du maintien d'un secret absolu vis-à-vis des autorités humaines, de plus en plus capables de détecter l'activité surnaturelle grâce au progrès technologique. La détective Sarah Martinez était devenue leur principal allié dans la gestion des incidents qui menaçaient d'exposer l'activité des vampires aux organismes d'application de la loi non préparés à gérer la criminalité surnaturelle, utilisant sa position au sein du département de police pour réorienter les enquêtes loin des preuves qui pourraient mener les autorités humaines vers des vérités qu'elles n'avaient pas le cadre institutionnel pour traiter ou contenir. Elle tenait des dossiers minutieux documentant les schémas d'activité inhabituels tout en s'assurant que les rapports officiels contenaient des explications qui satisfaisaient les superviseurs sans soulever de questions sur des phénomènes qui défiaient la compréhension conventionnelle, marchant sur une ligne de crête prudente entre l'intégrité professionnelle et la protection de secrets qui pourraient déstabiliser la société s'ils étaient révélés à des populations non préparées à la réalité de partager leur monde avec des prédateurs immortels. Son partenariat avec Aria et Serafina fonctionnait par le biais de communications cryptées et de réunions clandestines, dans des lieux choisis pour leur isolement tant de la surveillance surnaturelle que de la surveillance des forces de l'ordre humain, créant un réseau de soutien mutuel qui comblait le fossé entre les institutions mortelles et la politique des vampires d'une manière qui profitait aux deux communautés, tout en maintenant l'équilibre délicat qui empêchait un conflit ouvert entre des espèces qui possédaient le potentiel de se détruire mutuellement par une guerre qui laisserait la civilisation en ruine. L'aile de l'hôpital où Aria effectuait ses tournées du soir avait été conçue selon des spécifications qui intégraient à la fois une technologie médicale de pointe et des protections surnaturelles subtiles, créant un environnement où la guérison humaine pouvait être améliorée par une intervention immortelle sans déclencher le genre de guérison miraculeuse qui pourrait attirer une enquête scientifique capable de détecter des influences non humaines. Les protocoles de traitement développés grâce à la collaboration entre l'expertise médicale humaine et la connaissance des vampires de la manipulation physiologique avaient abouti à des taux de survie pour les cas pédiatriques terminaux qui avaient valu une reconnaissance nationale tout en restant dans des fourchettes statistiques pouvant être attribuées à un financement amélioré et à des procédures expérimentales plutôt qu'à une assistance surnaturelle opérant au-delà des limites de la science médicale acceptée. Les histoires de réussite se promenaient dans ces couloirs tous les jours. Des enfants à qui on avait donné des mois à vivre, mais qui jouaient maintenant à des jeux et suivaient des cours dans des installations éducatives qui rivalisaient avec les académies privées fréquentées par les enfants de milliardaires. Leur rétablissement documenté dans des revues médicales qui attribuaient leur survie à des traitements révolutionnaires financés par des donateurs anonymes dont la générosité avait révolutionné les soins pédiatriques sans révéler la véritable source d'innovation qui combinait la méthode scientifique humaine avec la compréhension immortelle de la manipulation de la force vitale. Mais ce soir, alors qu'Aria terminait ses tournées et se préparait à rejoindre Serafina pour leur examen hebdomadaire des opérations de l'hôpital et de l'administration du royaume des vampires, elle remarqua des ombres se déplaçant derrière les fenêtres, selon des schémas qui suggéraient une surveillance par des entités dont la présence portait une menace, qui fit réagir ses sens hybrides avec des signaux d'avertissement qui lui picotaient la colonne vertébrale comme de l'électricité, cherchant une prise de terre. À travers la vitre qui reflétait l'éclairage intérieur dans les couloirs rénovés, elle aperçut des silhouettes positionnées sur les toits en face de l'hôpital, leurs silhouettes suggérant des armures et des armes qui n'appartenaient à aucune armée humaine ou agence de maintien de l'ordre,
tandis que leur schéma de mouvement indiquait une coordination qui témoignait d'un entraînement aux techniques de guerre surnaturelles développées pour des conflits entre êtres immortels dont les batailles pouvaient remodeler des structures politiques qui étaient restées stables pendant des siècles. Séraphina apparut à ses côtés avec la grâce silencieuse qui marquait son héritage de vampire, son jeune visage reflétant une préoccupation qui allait au-delà de la simple inquiétude pour entrer dans un territoire qui suggérait la reconnaissance de menaces, pouvant potentiellement détruire tout ce qu'elles avaient construit ensemble par le sacrifice et une détermination qui avait déjà coûté plus que ce que l'une ou l'autre s'attendait à payer. Les cours de vampires européennes ont envoyé des représentants pour contester mon droit de régner, expliqua-t-elle d'une voix qui portait une autorité développée au cours de mois d'éducation intensive en politique immortelle et en droit surnaturel, tout en maintenant la modulation prudente nécessaire pour éviter d'attirer l'attention du personnel médical humain qui se déplaçait dans les couloirs autour d'eux. Ils se demandent si quelqu'un qui a connu la mortalité peut posséder le jugement nécessaire pour gouverner des êtres immortels. Et ils ont apporté des armes qui font passer la lame écarlate pour une décoration de cérémonie plutôt qu'un instrument fonctionnel de l'application de la loi surnaturelle. Les artefacts qu'ils portent ont été forgés pendant la période médiévale. Lorsque la société des vampires a failli se déchirer dans des guerres civiles qui menaçaient d'exposer notre existence à des autorités humaines qui ne possédaient ni la compréhension ni les ressources pour coexister pacifiquement avec des créatures dont les besoins de survie incluaient la consommation régulière de forces vitales humaines. Arya sentit le poids du conflit imminent s'installer autour d'elle, comme des nuages d'orage s'accumulant à l'horizon, promettant la dévastation pour quiconque se trouverait sur le chemin d'une guerre surnaturelle entre des factions politiques dont les différends couvaient, depuis des décennies, attendant le bon moment pour exploser en violence ouverte. Leur moment tranquille, à lire des histoires aux enfants malades et à distribuer des cadeaux, représentait plus qu'un simple travail de charité. Il servait de preuve que l'amour pouvait triompher de malédictions anciennes tout en créant quelque chose de beau à partir de circonstances qui avaient commencé par des mesures désespérées, prises par des êtres dont la compréhension de la mortalité avait été façonnée par des siècles de vision de la vie humaine comme temporaire et jetable. L'aile de l'hôpital se remplit des voix d'enfants riant aux histoires lues par des bénévoles qui possédaient des capacités transcendant les limitations humaines normales, tandis que dans les ombres au-delà de leur sanctuaire, des représentants de la noblesse vampire se préparaient à tester si la compassion pouvait survivre à des pressions politiques conçues pour écraser tout ce qui menaçait les structures de pouvoir traditionnelles bâties sur la peur et l'isolement. L'image finale qui resterait en mémoire montrait Arya se déplaçant dans des couloirs bordés de chefs-d'œuvre artistiques et d'équipements médicaux de pointe, son chariot rempli de cadeaux choisis spécifiquement pour chaque enfant qu'elle visitait. Mais maintenant, elle était accompagnée de quelqu'un dont la présence transformait de simples actes de gentillesse en déclarations révolutionnaires sur la possibilité de combler les fossés entre des espèces qui avaient existé dans une ignorance mutuelle pendant des millénaires. Ceux qui observaient depuis les ombres comprenaient des alliés aussi bien que des ennemis, créant une toile complexe de politique surnaturelle où chaque geste portait des conséquences potentielles qui pourraient remodeler la société immortelle, tout en déterminant si la prochaine génération d'enfants malades recevrait une guérison combinant les meilleurs aspects de la science médicale humaine avec la compréhension vampirique de la manipulation de la force vitale, ou si les préjugés anciens triompheraient de l'innovation et condamneraient les deux espèces à un isolement continu qui ne servait qu'à préserver des traditions qui avaient survécu à leur utilité dans un monde où la coopération offrait des avantages qu'aucun des deux groupes ne pourrait atteindre par une action indépendante.